Bienvenue dans ma vie de DRH, le podcast dédié au partage d'expériences RH. Je suis Pauline Danguy, dirigeante inspirée chez Go4Human. Bonjour et bienvenue sur le podcast Ma vie de DRH. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Agathe Uskonen, qui est DRH de Hug Engineering. Et on va parler ensemble d'un sujet très intéressant et qui devrait parler à beaucoup de monde, je pense, qui nous écoute. On va parler du sujet d'une réorganisation passant du local à global. Mais je ne vais pas en dire plus pour l'instant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais directement laisser la parole à Agathe et on va se plonger dans le sujet. Agathe, je te laisse te présenter et nous en dire plus sur qui tu es, sur ton parcours aussi professionnel et où tu en es aujourd'hui. Et encore, merci de venir sur notre podcast aujourd'hui. Bonjour Pauline, merci beaucoup de m'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Je suis ravie de pouvoir partager mon expérience personnelle et professionnelle. Donc en bref, Agathe Uskonen, 32 ans, 10 années d'expérience professionnelle dans le secteur des ressources humaines. J'ai fait un master spécialisé ressources humaines et ensuite démarré ma carrière plutôt internationale avec 3 années d'expérience à Londres sur des sujets plutôt de chargé de recrutement dans des secteurs assez compétitifs. Ensuite, j'ai rejoint le groupe Faurecia il y a presque 6 ans, équipementier automobile français, avec une expérience de VIE, donc de volontariat international en entreprise, de 2 ans au Japon sur un poste de HR généraliste. Sur une fonction donc assez polyvalente, métier RH, intégration, recrutement, formation et développement des compétences pour le siège et pour un site industriel qu'on ouvrait donc au Japon. J'ai eu l'opportunité ensuite d'être transférée avec le groupe Faurecia en Allemagne pour une expérience plus internationale sur un poste spécialisé en gestion des compétences et des développements. Identification des potentiels, mobilité interne et internationale sur un scope international entre l'Europe, l'Asie et les États-Unis, avec une entité bien plus grande et donc des problématiques aussi un petit peu différentes. Et depuis 2 ans, donc j'ai été transférée dans l'entreprise pour laquelle je travaille aujourd'hui, Hug Engineering, qui appartient à la société mère Faurecia, localisée en Suisse. J'ai démarré en tant que HR Business Partner, donc sur un scope aussi assez polyvalent avec une dimension toujours gestion des talents. Et depuis 1 an, j'ai eu l'opportunité et le plaisir d'être promue sur le poste de directrice des ressources humaines que j'occupe aujourd'hui en Suisse, donc à Elsao, à 30 minutes de Zurich. Ok, super clair. Merci pour cette présentation, Agathe. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur justement Hug Engineering, comment ça fonctionne, qu'est-ce que vous y faites, et puis nous parler un petit peu plus de ce qui te fait vibrer dans ton quotidien de DRH au sein de cette entreprise. Oui, bien sûr. Alors, Hug Engineering, pour donner un petit peu de contexte, c'est une entreprise industrielle spécialisée dans les produits de dépollution. Donc, c'est une société plutôt de type PME, suisse, familiale, avec environ 250 personnes. Le siège étant en Suisse, et on a aussi une partie de nos équipes sur différents sites à l'international, en Europe, via l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Italie, et également aux États-Unis. Donc entreprise familiale de 250 personnes, mais qui a été intégrée donc à la société Faurecia il y a quelques années, qui est une multinationale à grande échelle. Donc intégration d'une société plutôt suisse familiale à un groupe multinational français. Donc une transition très intéressante. Pour revenir à ma position actuelle de DRH, donc comme je te le disais précédemment, j'ai eu l'opportunité de prendre la position il y a 1 an. Avec un management d'une équipe de 5 personnes, donc 3 personnes localisées en Suisse, puis 2 personnes sur nos sites prédominants en Europe qui sont l'Allemagne et les Pays-Bas. Donc une gestion d'équipe locale et internationale. Et j'occupe vraiment donc la fonction de directrice des ressources humaines sur tous les métiers, les différentes, on va dire, spécificités ressources humaines, en commençant par le recrutement, l'intégration de nouveaux collaborateurs, formation et développement des compétences, qui est très important dans notre secteur industriel avec une pointe assez technique, technologique, et également suivi de l'avis
au quotidien de l'employé, travaillant étroitement avec les managers, bien sûr, jusqu'à fin du contrat, départ de l'employé, et les différentes problématiques associées. Donc c'est vraiment une fonction très pluridisciplinaire, avec des interlocuteurs dans différents pays, et une gestion humaine à taille relativement humaine par rapport aux entreprises, enfin au contexte d'entreprise de Forestia que j'ai eu avant. On était plus sur des tailles d'entités plus grandes, avec vraiment une gestion plus proche du collaborateur en local, ici et avec les pays. Donc très intéressante depuis 12 mois. 12 mois à avoir le poste de DRH, c'est quand même, Exactement. une belle évolution, surtout, à ton âge, même s'il y a pas d'âge pour, justement arriver DRH, mais, c'est un beau parcours professionnel que tu as là. Et Mmh mh. justement, toi, qu'est-ce qui t'a attiré dans les ressources humaines finalement? Pourquoi tu es partie là-dedans et qu'est-ce qui te motive un peu dans ce quotidien que tu as? Bah, ce qui me plaît dans la partie ressources humaines, c'est la polyvalence des missions, des expériences, la proximité d'un côté avec le management, les business leaders, mais également les employés. Le challenge de trouver un bon équilibre pour à la fois représenter l'employeur, le management et avancer vers la direction stratégique de l'entreprise, et également avoir un pouvoir aussi de représentation de l'employé, d'équité, et d'avancer ensemble finalement vers un but commun. Donc c'est toute la difficulté, on va dire, et l'opportunité de travailler au sein des ressources humaines avec cet équilibre à trouver. Heu, Rapport très très important avec l'humain également, qui me plaît beaucoup. On est en contact avec les fonctions, le management, comme je disais, les employés, des organisations externes également, avocats en droit du travail, d'autres personnes de la fonction ressources humaines, pour du network, des échanges de pratiques, et cetera. C'est une fonction qui est également beaucoup en évolution. Digitalisation, intelligence artificielle, pas encore beaucoup, mais peut-être à venir dans le futur. Gestion du télétravail, différentes attentes des collaborateurs. Donc finalement, on est aussi sur un métier en constante évolution, en constante adaptation, avec de la gestion du changement. Et pour moi, c'est une dimension qui me permet de me nourrir et d'apprendre constamment, et qui fait tout l'intérêt, je trouve, du métier. Et apprendre constamment, c'est aussi passer, j'ai l'impression, par, cette transformation d'entreprise que Mmh. vous avez vécue il y a 1 an maintenant. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus et savoir en quoi a consisté justement cette, transformation? Oui, bien sûr. Donc, ce qui s'est passé, donc il y a 1 an également, au moment où moi j'ai été, promue sur la position de responsable ressources humaines, on est entré dans une transformation un petit peu organisationnelle. On a revu un petit peu la stratégie de l'entreprise et on s'est dit, finalement, on avait plutôt avant une organisation relativement pays, avec une dimension assez locale, pays forte, et un caractère plutôt localisé. Et on s'est dit, finalement, on est une relativement petite entreprise avec finalement 5 pays. Est-ce qu'on n'essaierait pas de passer sur plutôt une organisation transversale globale? Et donc, il y a eu toute une gestion du changement et toute une gestion un petit peu de transformation organisationnelle, où on s'est dit, finalement, plutôt que de passer par une organisation assez verticale pays, on passe sur une organisation plus horizontale, fonctionnelle. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, la fonction ressources humaines heu, travaille très étroitement avec les pays et on a une gestion qui est plus fonctionnalisée que localisée, tout en gardant évidemment des spécificités pays. Et là, les différentes fonctions ont plutôt maintenant un management global, avec tout l'intérêt d'essayer de créer des synergies à travers les différents pays, à travers les compétences, pour apprendre d'un pays à l'autre et pour avoir un caractère et une dimension plus internationale. Ce qui veut dire que, vous avez une équipe commerciale qui est représentée dans chaque pays, mais chapeautée par un seul, grand responsable, commercial. C'est ça, par exemple? Tout à fait, exactement. Donc on a évidemment, par exemple, un sales manager en Italie, un sales manager
aux Pays-Bas, en Allemagne pour, avoir, un point, d'encre local. Mais le patron, est situé dans un des pays et chapeaute toutes les ressources. Et donc elles sont aussi beaucoup plus en contact régulièrement ensemble. Alors qu'avant, on avait un patron, par exemple, pour, nos forces commerciales en Allemagne qui reportait à l'Allemagne. Donc on avait moins cette notion d'échange et de partage, transverse, au niveau des pays. Un des gros points qui a, justifié, on va dire, cette transformation organisationnelle et qui nous a motivés à la faire, c'était, simplifier, l'organisation et les différentes parties, managériales et également, bénéficier de synergies puisque finalement, chaque entité vend les mêmes produits, les mêmes process, parfois avec des clients locaux, mais on a aussi des clients qui ont des entités dans différents pays. Donc par exemple, pour la force commerciale, c'était une idée de se dire: «On a, une proximité globale avec nos clients, des enjeux commerciaux plus transversalisés et on peut bénéficier des bonnes pratiques d'un pays pour les apporter à un autre». Et aussi, se challenger peut-être d'un pays à un autre avec, un partage de connaissances, partage, on la culture de l'erreur. Qu'est-ce qui a été fait, par exemple, en Italie et qu'on aimerait éviter de faire en Allemagne, ou aux Pays-Bas et donc comment on peut bénéficier finalement, des compétences locales vers un enjeu plus globalisant. Ouais, c'est génial et du coup, par rapport à ça, justement, combien de temps ça vous a pris à mettre en place, ces changements? Parce que c'est quand même des changements conséquents quand on fonctionne, uniquement dans son pays et que finalement, là, on doit travailler avec d'autres personnes dans d'autres pays pour justement aller trouver cette synergie et puis travailler aussi cette intelligence collective dont tu parles qui est assez, Ouais. géniale et qui va vraiment amener à un autre niveau. Mais combien de temps ça vous a pris, de mettre en place tout ça? Parce que c'est quand même assez Mmh. conséquent, j'imagine? Oui, bien sûr, ça prend, du temps. Évidemment, on définit une organisation, on l'implémente, on la met en place. Après, combien de temps ça nous a pris à vraiment la mettre en place? Si je fais un bilan aujourd'hui, 12 mois après, je me dis que l'organisation maintenant est clairement implémentée, acceptée et on avance dans une direction plus à une équipe Hug Engineering globale. Ça a pris du temps parce qu'il a fallu créer aussi de la proximité entre les différents collaborateurs avec parfois leur nouveau manager qui était parfois dans un autre pays. Et donc, ça crée aussi cette dimension d'adaptation culturelle, d'adaptation, d'avoir un manager qui était hier, basé sur le même site et demain basé, sur un autre site dans un autre pays. Donc comment gérer aussi, le travail à distance, le management à distance, avec aussi les problématiques de gestion de télétravail, de confiance, de responsabilité, de délégation et cetera. Donc ça prend un certain temps. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi invité les nouveaux managers à se déplacer dans les régions de manière plus significative, pour vraiment créer du lien avec les collaborateurs, organiser également des workshops ou des conférences avec, par exemple, la fonction commerciale pour un de nos segments, inviter tous les sales des différents pays à se retrouver ensemble, pour un workshop, de découverte, de partage de connaissances, de synergie. Puisque, malgré qu'on soit habitué aujourd'hui à travailler dans un contexte global, à distance, via Teams, via Zoom et cetera, l'importance de connecter et de se connaître à titre plus personnel est indispensable, pour vraiment, pouvoir, passer au-delà d'un travail aussi de collègue, mais vraiment de rentrer dans une relation de confiance et de proximité. Donc on a fait beaucoup de travail là-dessus, organiser des déplacements, des événements pour essayer de rassembler les gens et des routines également, même à distance, des routines d'équipe, 1 fois par semaine, 1 fois toutes les 2 semaines pour qu'elles puissent se retrouver et pour qu'elles puissent, partager, sur les différents aspects et mieux se comprendre, parce que malgré ce contexte global, il est important de toujours respecter certaines spécificités locales et c'est parfois tout l'enjeu et toute la difficulté. Des synergies globales, oui, mais une identité locale est aussi importante et indispensable, culturellement et parfois tout simplement linguistiquement. Pour aller rencontrer un client, par exemple, en Allemagne, qui, aussi a envie de s'exprimer dans sa langue locale, c'est bien d'avoir, quelqu'un qui comprend les enjeux et la culture locale.
Donc, c'est pour ça qu'on a quand même gardé, sur un certain nombre de sites, des personnes en local qui font le relais et qui ont cette identité culturelle et linguistique qu'on ne doit pas minimiser dans une organisation globale. Et du coup, justement, en termes d'identité, aujourd'hui, est-ce que les collaborateurs se sentent, plus, avoir leur identité locale ou avoir leur identité globale rattachée à Hug Engineering? Comment ça se passe là-dedans? Parce que tu évoques, pas mal de challenges, comme la barrière, culturelle, la barrière de la langue, même, entre, les différentes personnes et parler avec son manager qui est peut-être italien alors qu'on est allemand. Ah, il faut Mmh. pouvoir parler anglais. Est-ce qu'ils ont un bon niveau d'anglais? Est-ce que c'est du coup nécessaire dans cette transformation structurelle que vous avez eue? Enfin voilà, ça amène à beaucoup de choses, donc comment ça se passe? Bien sûr, l'anglais reste une langue évidemment, importante, qui est pas nécessaire au niveau de toute notre fonction puisque, par exemple, en Suisse, on a également un site de production, donc qui est moins exposé à ces dimensions globales et qui, n'a pas forcément, la connaissance de l'anglais à tous les niveaux et qui n'est pas bloquant. Par contre, pour certaines fonctions, qu'on a plus globalisées, telles que, la fonction commerciale, de project management, finance, ressources humaines, c'est vrai que les profils qu'on a dans les régions et indirectement quand on recrute également, si je fais une transition sur la partie recrutement, onboarding des compétences, on recherche, la plupart du temps des profils qui ont la langue locale inévitablement pour pouvoir collaborer aussi étroitement avec, les profils, par exemple de la production ou des personnes qui sont moins à l'aise, en anglais, mais également qui puissent collaborer dans cette dimension globale. Donc nous, c'est un des critères, qui est devenu aussi, important, lors de nos recrutements ou notre process d'intégration, c'est de chercher, des profils bilingues, la langue locale plus l'anglais pour pouvoir jongler entre cette dimension locale globale. Et on a également, des formations pour certains de nos collaborateurs qui, n'étaient pas forcément, habitués à cette dimension globale auparavant et qui n'en avaient pas forcément besoin. On a également mis en place un certain nombre de formations, pour, qui renforcent, leurs compétences en anglais et ou parfois en allemand pour, les collaborateurs en Suisse, puisque la Suisse est également un pays, très divers avec, on a dû recruter certaines compétences qui ne parlaient pas toujours allemand. Donc dans l'autre sens, on a aussi également renforcé, le développement de la compétence en allemand. D'accord, bah, dis donc ça fait des challenges tout ça, mais je suppose que ça a aussi apporté beaucoup de bénéfices. Quels ont été les bénéfices et tous ces points positifs que vous avez pu voir suite à cette, transformation? Je dirais un des gros points positifs, ça a été, alors d'un point de vue business client, une proximité plus globale. Un interlocuteur qui peut aussi, chapeauter plusieurs pays, ça crée aussi parfois un effet de miroir avec les clients qui ont envie d'avoir un point de contact plus global pour les différents pays. Donc proximité, auprès de nos clients. D'un point de vue compétences et synergie, je dirais vraiment partage de connaissances et de synergie entre les collaborateurs. Et parfois, ne pas se sentir seul face à un problème dans un certain pays. Parce que finalement, la fonction similaire ou un pair dans un autre pays peut rencontrer les mêmes problématiques, les mêmes challenges. Donc partager, les succès, partager aussi les erreurs et avoir une culture d'apprentissage, ensemble. Ça a été vraiment un gros bénéfice et je dirais, le dernier bénéfice qui est pour moi très, très important, avec ma casquette de DRH, c'est renforcer un esprit d'équipe Hug au-delà des frontières. Hug Engineering, a en une équipe, un sentiment d'appartenance au-delà des frontières, un sentiment de collectivité et d'entraide et de se dire, bah, on avance ensemble dans la même direction, avec une casquette un petit peu plus internationale. Ouais, donc pas mal de bénéfices à tout ça, même si, je suppose qu'au début, le changement, fait peur. On le sait, hein, l'humain n'aime pas forcément le changement et donc ça a dû, bousculer quand même des habitudes, assez importantes de chez chacun et donc du coup, quel est le bilan que toi tu fais, après 1 an, à avoir implémenté tous ces changements? Le bilan après 1 an, je dirais est positif. On voit une nouvelle, dynamique, de l'organisation, dynamique des collaborateurs, entre eux, plus d'échanges, plus de proximité, hem, plus de communication également.
On a eu également un certain nombre d'aides, comme on en parlait avant, un peu pour la transition. On est encore en train d'en mettre un certain nombre en place. Par exemple, des formations en management, en leadership, en intégrant un petit peu justement cette notion de management à distance. Je te l'avais évoqué un petit peu la dernière fois qu'on avait échangé, pour aider à accompagner toujours nos managers et nos collaborateurs dans cette nouvelle dimension et dans cette transformation. Des formations, comme je te disais, linguistiques, des formations managériales, parfois des formations métiers aussi pour aider à créer ces synergies. Mais je dois dire qu'après 1 an, on est sur une vague prometteuse. On est sur une dynamique d'équipe un petit peu nouvelle. Des collaborateurs, je pense, motivés d'avancer ensemble dans cette direction, avec cette transformation. Et puis, plus de proximité au sein des différentes entités. Donc, je pense que c'était une transformation qui a fait du bien, qui a renforcé aussi la proximité entre les différentes strates managériales, employés, management, direction. Proximité entre les différentes strates qui est indispensable pour voilà, rapidité des échanges, rapidité d'exécution, notion de confiance entre les collaborateurs. Et je dirais aussi un des bénéfices que j'ai vus sur les 12 derniers mois et qui est très apprécié des collaborateurs, c'est qu'on a réussi à renforcer énormément la mobilité interne. Donc systématiquement, quand on a une position qui s'ouvre ou quand on voit un besoin arriver, on regarde en interne pour pouvoir faire évoluer nos collaborateurs. On a essayé d'être aussi créatif parfois d'une fonction à une autre, pas toujours vers un schéma qui restait parfois plus vertical. La personne est en sales et va évoluer en sales. On s'est dit, est-ce qu'une personne peut évoluer vers une autre fonction dans l'entreprise, parfois également vers un autre pays, puisque la dimension globale le permet un petit peu plus. Et donc, sur ces derniers mois, on a eu un taux de succès de mobilité interne très important. Et je pense que c'est aussi un moyen de rétention des talents et des compétences inévitable. Et ça permet de montrer aussi aux collaborateurs en interne, chez Hug Engineering, on peut évoluer. On peut évoluer, prendre une position parfois managériale, mais également une autre fonction et on peut avancer vers de nouveaux challenges. Et je pense que c'est un élément indispensable aujourd'hui pour les collaborateurs dans un marché du travail qui est quand même très compétitif et qui est en perpétuel changement, de voir qu'ils peuvent également évoluer chez nous en interne et sentir que sur le long terme, on va les développer. Et justement, par rapport à ça, tu en as finalement aussi bénéficié. Je Oui. pense que c'était dans cette évolution-là que tu as pris aussi le poste de DRH à ce moment-là. Alors, si j'avais bien compris la dernière fois lors de nos échanges, tu disais que la réorganisation avait été déjà discutée avant et toi, tu y arrivais plutôt au moment de l'implémentation. Mais justement, toi, comment tu as vécu, tous ces changements en prenant un poste de DRH qui était, quand même tout neuf pour toi, Mmh. dans ce contexte de changement? Bah, écoute, c'est vrai que j'ai aussi eu l'opportunité d'en bénéficier. Ça a été, un challenge, forcément, quand, à un an, il y a 1 an, on m'a proposé de prendre le poste. Comme tu le disais également, avec l'âge, l'expérience, il faut gagner en crédibilité, gagner en confiance auprès des managers, auprès des collaborateurs. Ce qui m'a aidée, c'est que j'étais déjà dans l'organisation avant. Donc j'étais déjà en Suisse depuis 1 an et j'étais déjà dans le groupe depuis quasiment 4 ans. Donc j'avais déjà été introduite et je connaissais déjà, les collaborateurs. Donc ce qui m'a aidée pour la transition. Ce qui a été très important et ce qui pour moi est primordial, dans cette transition, ça a été la proximité avec le management, la proximité également avec le middle management, donc les managers intermédiaires. Créer du lien, j'ai passé beaucoup de temps à rencontrer les personnes, de nouveau, avec cette posture et cette casquette de responsable ressources humaines et de me dire: «Voilà, comment on peut avancer ensemble? Quelles sont tes attentes? Quelles sont tes inquiétudes? Comment ça se passe avec tes équipes? Comment on peut travailler plus dans un schéma de business partner?» C'est un schéma qu'on entend beaucoup, mais qui est selon moi indispensable pour réussir. On a tendance à voir parfois la fonction RH comme une fonction, parfois satellite ou un petit peu à l'écart ou parfois un peu, sur des sujets très, administratifs, back office.
Je pense que pour réussir sur ce poste et ce que j'ai vraiment essayé de mettre en place, c'est, d'être un business partner. Comprendre les enjeux business, s'intéresser, à Hoog demain, vers quoi on avance, quelle est notre vision, où sont les marchés, comprendre un petit peu les enjeux business parce que finalement, on est là pour travailler étroitement avec le business. Si on ne s'intéresse pas assez au business, aux enjeux et qu'on ne crée pas du lien avec les fonctions aussi plus opérationnelles, finalement, notre fonction, elle peut être vue comme une fonction transactionnelle où, on arrive pour exécuter, la stratégie ou les décisions du business. Donc j'ai essayé de plutôt me mettre en posture, proactive pour être impliquée au début dans les décisions et dans les process, d'exécution du business et donc on rentre vraiment dans un schéma plus de partenaire, qui fait avancer la société et on se sent aussi, considéré et partie prenante des décisions, qui est selon moi clé, et qui m'a beaucoup aidée. J'ai eu la chance de travailler avec des managers qui m'ont beaucoup appris, qui ont pris le temps aussi, de m'aider et de me former, pour avoir cette position de business partner et donc avec cette casquette de DRH, d'avancer dans une dimension commune. Voilà, donc ça a été, ouais, plein d'émotions sur ces 12 derniers mois. Ça n'a pas toujours été facile, hein. J'ai appris, aussi, sur le tas. J'ai pu également bénéficier du réseau de Forestia, qui n'a pas été négligeable puisqu'on fait partie quand même de cette, société globale. Forestia qui est une société avec, plus de 150 000 collaborateurs, donc qui est vraiment une très, très grosse société, avec un réseau RH ancré et très développé et donc j'ai pu quand même en bénéficier, en cas de doute, en cas de question, en cas de besoin sur certains de mes pays. J'ai pu aussi, appeler par exemple le DRH de Forestia Allemagne pour, m'aider sur des problématiques. Donc la chance dans ce contexte de PME, c'est que je fais quand même partie d'une société globale et donc j'ai bénéficié d'un réseau RH, avec des compétences, très fortes qui a pu m'aider et qui a pu me développer et me faire avancer sur, cette posture managériale. Voilà, donc je pense qu'en résumé, pour, réussir sur cette position, s'entourer des bonnes personnes, c'est quand même très important. Créer une relation de confiance et de proximité, heu, ne pas oublier que dans la fonction de ressources humaines, il y a cette partie quand même humaine, sans rentrer dans un monde, trop simple ou trop fleur bleue. Je veux dire, il faut quand même garder cette dimension proche des gens, heu, humaine et pour moi authentique. Donc créer une relation où voilà, on se fait connaître, on apprend à connaître, on est curieux de l'autre et on est authentique, on est transparent. On peut pas toujours tout dire parce qu'il y a cette notion de confidentialité ressources humaines, parfois avec les collaborateurs, même avec le management. Donc savoir jauger, confidentialité, tout en étant authentique et transparent sur comment on avance, comment on développe l'entreprise, quelles sont les décisions difficiles qu'on va devoir prendre, et quelles sont les faiblesses aussi. Moi, j'ai dû parfois dire, «Je ne sais pas, je n'ai pas la connaissance, je n'ai pas encore la compétence, donc je vais aller chercher les réponses», et donc montrer qu'on est dans une dimension de curiosité et de recherche pour résoudre les problèmes, mais aussi être capable d'accepter qu'on n'a pas toujours, toutes les réponses et demander. Ne pas hésiter à aller vers l'autre et à dire, voilà: «Je ne sais pas» et on est tous dans une période d'apprentissage permanente, professionnellement et personnellement et je pense que c'est parfois difficile, de le dire, mais on n'est jamais seul dans cette situation. Donc je pense que ça a été pour moi un élément que j'ai accepté et qui m'a permis d'avancer avec, les collaborateurs. Voilà, en bref. Ouais, donc ce que j'entends, c'est que tu as développé, tout autant ta posture que tes compétences et que finalement, on apprend toujours, et qu'il faut rester humble dans tout ça et quand tu parles de transparence et de sincérité, moi, j'y crois pleinement parce que c'est ça qui va créer une relation de confiance et nous permettre d'aller plus loin. Et c'est pas toujours facile parce que quand on a tendance à ne pas savoir ou à débuter, on a tendance à se créer une carapace un peu, pour dire: «Je sais» et je peux t'accompagner, mais des fois et c'est important d'être transparent donc bravo et merci pour ta transparence à nous partager, tout ça aussi. On va bientôt clôturer, mais j'aimerais quand même te poser une dernière question que je trouve toujours intéressante, c'est celle du conseil. Hem,
sûrement que ce podcast est écouté par de nombreux RH, des personnes qui sont en tout cas dans la fonction RH ou des dirigeants qui aussi gèrent des équipes. Mmh. Quels conseils, toi, tu voudrais et tu aimerais donner à ces personnes qui nous écoutent, qui se sentent concernées et qui Mmh. vivent peut-être la même chose que toi ou qui vont vivre prochainement une situation similaire en termes de transformation d'entreprise? Très bonne question, les conseils que je donnerais pour rebondir un petit peu avec, ce que j'ai dit avant. Le premier conseil pour moi et qui est quand même primordial, c'est cette notion de compréhension, du business et des enjeux stratégiques pour savoir où est-ce qu'on avance, et dans quelle direction on doit embarquer les collaborateurs. Donc premièrement, je dirais cette vision et compréhension de la stratégie et des enjeux business. Ensuite, je dirais la fonction RH, on a aussi une fonction, fédératrice. On a aussi une fonction, où on doit embarquer, engager les collaborateurs, les retenir. On parlait de cette dimension de rétention des talents, donc toujours avoir en tête un enjeu de développement des collaborateurs. Je dirais, dans les enjeux, actuels que je vois sur mon poste et que j'imagine un certain nombre de DRH connaissent, comment retenir les compétences. Et je dirais, c'est important de pouvoir continuer de développer, donc soit par des formations, soit par des mobilités internes, soit par, voilà, réfléchir à, la personnalité et des compétences, parfois qui sont transversalisantes et même si la personne n'a pas toutes les compétences techniques sur le papier, laisser la chance, donner l'opportunité à des collaborateurs qui sont fidèles à l'entreprise, qui ont le bon mindset, les bonnes compétences, peut-être plus sur des notions de soft skills et qui vont pouvoir s'adapter et apprendre la partie technique. Puisque, sur une autre fonction, alors parfois il y a des compétences où il faut avoir vraiment un background technique, engineering pointu, donc on va pas toujours pouvoir, mais sur certaines fonctions, aujourd'hui on est dans une dimension où, il faut mieux avoir un collaborateur qui reste, qui est fidèle et qui apprend, plutôt que d'aller forcément chercher à l'externe le clone de la fonction qu'on recherche. Et pour moi, c'est vraiment un conseil que j'aimerais donner et je pense que la plupart des RH ont tendance à regarder toujours en premier en interne, mais parfois être aussi un petit peu plus créatif, même si la personne n'a pas toutes les compétences sur le papier. Valoriser nos collaborateurs en premier lieu sera toujours très bien vu et moi, j'ai vu que ça crée aussi un petit peu un effet boule de neige. Ah bah, j'ai vu que ce collaborateur-là, il passait sur une autre fonction en interne, on lui a donné la chance, on l'a formé, ça a été un succès. Est-ce que moi, je peux faire pareil? Et du coup, on crée un peu un effet de boule de neige qui est hyper valorisant. Donc je pense que c'est vraiment un point important pour les RH d'aujourd'hui. Et le dernier point, dont je parlais avant, c'est, voilà, vraiment pour moi, cette dimension authentique, sincérité, authenticité, curiosité permanente, s'intéresser aux nouvelles, s'intéresser aux personnes, s'intéresser aux outils, s'intéresser aux nouvelles technologies RH qui évoluent constamment et pour finir, je dirais s'entourer des bonnes personnes. Encore une fois, en interne, en externe, on essaie de développer des programmes aussi de co-développement, de mentoring, s'entourer de personnes du milieu, d'autres RH, peut-être dans d'autres entités. Moi, je suis régulièrement en contact avec, des amis, des anciens collègues, des personnes de la société mère. Comment tu réagis dans ce type de situation? Comment tu traites ce sujet-là? Il faut s'entourer des bonnes personnes et il faut être sur un système de réseautage un petit peu permanent qui nous permet aussi de grandir, de voir ce qui se fait ailleurs et de pouvoir s'en inspirer. Ça, je pense que c'est un mot-clé. Mmh. Merci Agathe, je pense que c'est un beau mot de conclusion. En tout cas, moi, tu m'as beaucoup inspirée. Merci pour ta transparence, merci pour tous ces partages et nous avoir un peu dévoilé, l'intérieur de Hug Engineering. J'espère que ce podcast, à tous ceux qui nous ont écoutés, vous plaira, tout autant que moi il m'a plu et merci à nouveau Agathe, d'avoir été présente sur ce podcast. Je vous dis à tous à bientôt et à la prochaine sur un nouvel épisode de ma vie de DRH. Merci Agathe. Merci Pauline. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci de nous avoir écoutés et si ce podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. À très vite pour un prochain épisode de ma vie de DRH.